J'ai eu des boulangeries sur Paris pendant une bonne vingtaine d'années. Le beurre qui est passé de 3,50 € le kilo à 10 €. Bon messieurs, on se retrouve pour le premier épisode du podcast du Réseau des Saveurs. Je propose que vous vous présentiez directement, comme ça on voit un peu qui vous êtes. Vas-y, commence. Qui veut commencer? Oui, bonjour, moi je m'appelle Jean-Christophe Aveline. J'ai eu des boulangeries sur Paris pendant une bonne vingtaine d'années. Et puis après je suis parti à la campagne puisqu'on en avait un peu marre de la vie parisienne. On est resté là pour donner un petit coup de main à Gaëtan qui avait repris des boulangeries sur la région centre. Ok. Et puis voilà. Top, Gaëtan. Et donc moi, c'est Gaëtan. Et moi j'ai pareil, donc j'ai grandi dans ces boulangeries sur Paris, donc entre le 20e et le 19e. J'ai été ouvrier, j'ai fait pas mal de maisons, et puis à 22 ans j'ai repris une location gérance à l'Île les Roses. Après les 2 ans de location gérance, eux ils ont fini aussi, ils avaient arrêté aussi leur dernière affaire, dans le 15e. Puis on s'est retrouvés tous à la campagne, et moi j'ai repris ma première vraie affaire, donc une vraie boulangerie-pâtisserie où là t'es pas juste locataire gérant, t'es vraiment propriétaire du fond, donc avec les financements à la banque, etc. Voilà, et puis 2 ans après on a renchaîné sur une deuxième affaire à 50 bornes de là. Et puis entre deux on a eu le Covid, donc très compliqué, village touristique et très compliqué. Donc 2020, on avait fait un super premier bilan. Les banques étaient toutes contentes. On nous a suivis pour refaire le magasin, pour... Ok, parce que du coup, donc là je comprends bien, la boulangerie c'est une histoire de famille chez vous. Oui. Vous avez commencé en premier, c'est ça Jean-Christophe? Oui. Commencé en boulangerie, et du coup Gaëtan, votre fils a suivi derrière. C'est ça. Ok, excellent. Ouais, moi j'ai fait un prêt, moi j'ai commencé le pré-apprentissage, donc à 14 ans. Et bon, je filais un peu de coup de main déjà un peu avant, quoi, on va dire. À partir de 14 ans, j'ai arrêté le pré-apprentissage, je me suis mis en pré-apprentissage et à fond la caisse dans le boulot, quoi. Okay. Donc le CAP à 17, et puis après je commençais comme ouvrier en fait dans différentes maisons pour apprendre les 15 façons de faire du fraisier, les 15 façons de monter un opéra, etc. Ok, donc d'abord une grosse phase de formation avant de vraiment entreprendre, commencer. C'est-à-dire que ce soit de la pâtisserie ou même d'autres métiers artisanaux comme ça, c'est pas parce qu'on a le CAP qu'on est formé et qu'on maîtrise le métier de A à Z, quoi. Donc il faut aller faire des maisons à droite à gauche, plus ou moins grosses, plus ou moins prestigieuses, avec parce que sur la boulangerie-pâtisserie, t'as la boulangerie, la pâtisserie et le tour. Ok, ouais, c'est vrai que les gens ont du mal à faire la différence. Ouais. Donc t'as la boulangerie où c'est vraiment le pain. Ok. Tout ce qui est vraiment autour du pain. T'as la pâtisserie où là c'est pâtisserie fine, donc les petits gâteaux, les entremets, la pâte à choux, etc., les tartes. Et en fait t'as le tourrier qui fait la liaison entre les deux. Okay. En fait le tourrier il s'occupe de foncer les tartes pour le pâtissier, il tourne la brioche que le boulanger va cuire, il fabrique les croissants, les pains au chocolat, enfin toute la viennoiserie, et il fait vraiment le fonçage. C'est vraiment le couteau suisse en fait. Ouais, c'est ça, le métier de tourrier c'est vraiment l'entre-deux, et en fait c'est 3 postes totalement différents, et en général quand t'es ouvrier, t'es soit boulanger, soit pâtissier, soit tourrier. Et même ta formation, en général, c'est CAP boulanger, pâtissier, et avant il y avait le CAP tourrier, je sais pas s'ils le font encore, mais je sais pas si... sûr. C'était à Tours normalement, avant qu'il y avait une classe, mais il y avait qu'une seule école où ils faisaient une classe de tourrier, quoi. Ouais. Ok, je suis curieux, du coup, vous aussi, vous avez suivi une formation avant d'avoir vos boulangers-pâtisseries sur Paris, c'est ça? Oui, moi je travaillais que chez des meilleurs ouvriers de France ou des gens comme ça. Donc. Moi, lui, il a vraiment travaillé avec les superstars, hein, Ah ouais. il a vraiment travaillé dans les grosses maisons comme Fauchon, etc. Ok, donc directement, donc les boulangeries et pâtisseries, vous l'avez ouvert en plein Paris, et c'est là où il y a eu un peu l'engouement avec ça, les stars, etc. qui venaient. Oui, disons que nous on était juste à la porte de Bagnolet, quoi, juste à rentrer dans le 20e, et comme il y avait la campagne à Paris derrière, on avait beaucoup de stars qui venaient en guillemets. Comme qui, par exemple? On a eu Arthur, on avait les sœurs qui faisaient un titre énorme à l'époque, enfin bon, je me rappelle pas de tout le monde parce que ça fait quand même un petit moment, ça fait 25 ans. Ok, ça fait 25 ans. Il s'est installé en 94, l'année de ma naissance. Donc sur Paris? Voilà, sur sa première affaire. Ok. Donc lui, c'est pareil, t'avais quoi, 22, 23 ans? Donc, c'est ça. Voilà, dans ces âges-là. Sauf que la grosse différence, c'est que lui, il a vraiment fait que des grosses maisons, que avec des grands chefs, etc. Et donc, en 95, t'as eu le premier prix de la baguette de Paris. Ouais, excellent. Donc l'année d'après, en fait, il a eu le premier prix de la baguette. On était premier ex-aequo, mais on a été rétrogradé en 2e place parce que, petits arrangements entre amis, je pense. Moi, non, je peux le dire, je m'en branle.
Mais bon, du coup, voilà, il a régné, entre guillemets, sur la porte de Bagnolet pendant 10-11 ans, où vraiment le dimanche, enfin... Ouais, puis c'était c'était les bonnes années de la boulangerie, c'était encore la fin des bonnes années de la boulangerie, années 90, début des années 2000, où les boulangers, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de créer de concept de franchise, d'avoir plusieurs magasins pour gagner correctement sa vie. Déjà, avec une boulangerie qu'on faisait tourner vraiment du feu de Dieu, on gagnait très bien sa vie. Donc moi, je me rappelle quand j'étais môme, le dimanche, quand on revenait du square, avec, je sais pas, mais 100-150 personnes qui faisaient la queue, si des fois c'était pas plus, le long de... Ah ouais, le long de... sur la boulangerie. Ouais, devant la boulangerie, ça traversait la 40. C'était la porte de Bagnolet, donc t'avais la rue de Bagnolet. Et non, c'est la rue Belgrand. Sur la rue Belgrand, ça remontait toute la rue Belgrand. Ouais, et ça remontait toute la... Et nous, enfin, tu savais que les gens, ils venaient là pour chercher du pain, tu vois. Et les gens, ils repartaient avec les sacs de baguettes parce qu'ils venaient chercher le pain pour la semaine qu'ils foutaient au congèle, quoi. Donc, Ok. Et il y a eu quand vraiment ce changement entre les gens qui font carrément la queue devant vos boulangeries et là maintenant où c'est plus compliqué, tu me disais... déjà, il s'est passé 20 ans. Ouais, c'est 20 ans. Ouais, c'est 20 ans déjà. Change. Ouais, les façons de consommer, le Covid, ça a changé beaucoup de choses aussi. Le Covid a changé énormément. La consommation des gens en termes d'alimentation a totalement changé. C'est-à-dire que c'est devenu beaucoup plus irrégulier. C'est-à-dire qu'avant, les boulangers, toi, tu savais à peu près, même si t'étais toujours en progression, tu savais à peu près le mardi, le mercredi, quel chiffre t'allais faire, quelle quantité de pain t'allais vendre, etc. Okay. Moi, à l'époque où je me suis installé, en 2018, c'était à peu près... Donc non, sur c'était Paris, 2016. sur Paris aussi, c'est ça 2016, ma location gérance. Donc 2016, ma location gérance à l'Île les Roses. Et après 2018, ça allait encore à peu près, mais l'effet Covid a fait que les gens ont pris l'habitude de sortir que tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Okay. Et donc en fait, ils ont gardé cette habitude-là, en tout cas sur la région centre, là où on était installés, nous, donc pendant 7 ans. Ils ont gardé cette habitude-là, même après Covid, de sortir que tous les 2 jours ou consommer tous les 2-3 jours. Donc en fait, totalement irrégulier et tu savais jamais d'une journée à l'autre ce que tu allais vendre. Ok, il y avait plus tu pouvais plus te dire ok, peut-être le vendredi après-midi, j'ai une bêtise, il allait y avoir le plus gros afflux de la semaine et là c'était assez irrégulier en fonction des jours de la semaine. Ouais, ça c'était et ça c'est ce qui est le plus compliqué quoi. C'est ce que la restauration, ils ont un peu vécu la même chose, je savais pas. Ouais, c'est pareil, la restauration c'est pareil. Ils ont subi aussi l'histoire du Covid quoi. Et même si c'est fini, ça n'empêche pas qu'on ait l'impression qu'il y a un relent après. C'est vrai que dans le centre de la France où on était là, eux ils sont toujours dedans. On en voit toujours avec des masques derrière leur volant dans la bagnole quoi. Il y a un problème. C'est-à-dire que c'était un super coin. Mes parents quand ils ont acheté leur cabane là-bas, c'était en 2001. Alors là on parle plus de Paris, on parle de la France. Ouais, parce que en fait c'est lié depuis 2001, ils ont leur cabane là-bas dans la région centre. Donc nous on va là-bas dans le Berry depuis plus de 20 ans quoi. Ah oui, ok, donc c'était Paris boulot avec les boulangeries. Voilà, c'était vraiment la maison de vacances c'est ça. au milieu de la France. Ouais, c'est ça. Et c'était intéressant. Enfin, pour eux, c'était intéressant parce que c'était pas loin. Et puis au moins, c'était pas la Bretagne ou la Normandie où tous les parigots le week-end où les ponts ils se barrent et donc en fait tu te retrouves avec les mêmes têtes quand tu pars là-bas, tu vois. C'était un bled où les Parisiens allaient. Voilà, où ils allaient beaucoup moins. Il n'y a pas de touristes là-bas. Si, il y en a pas par rapport à aujourd'hui. Oui, avant on avait beaucoup de Hollandais, on avait beaucoup d'Anglais, etc. Et du jour où il y a eu le Covid, terminé. Avant, il y a eu beaucoup de week-ends, on avait plein d'étrangers. Les vacances, tout ça, pendant 2 mois, on les avait minimum juillet, août là-bas. Pâques, à Noël, tout ça, les longs week-ends, ils venaient aussi. Et Covid terminé, ils sont jamais revenus. Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de Parisiens, comme mes parents, qui avaient une résidence secondaire aussi là-bas, dans le Berry, et qui venaient pendant les vacances scolaires, pendant les vacances d'été, etc. Parce que le coût de la vie était un peu moins cher, donc ça permettait que tu vivais mieux en fait à la campagne que quand tu arrives en Normandie sur les plages où tu te fais défoncer par les restaurants de touristes. Là, c'était vraiment le coin pour aller te ressourcer, quoi. Le Berry, c'était vraiment tu souffles parce qu'il n'y a pas trop de monde. Donc ouais, c'était un super coin. Jusqu'à ce qu'il y ait l'épisode Covid. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait l'épisode Covid. Et donc c'est là où, parce que du coup maintenant sur le podcast, on va parler de l'application que vous êtes en train de développer. D'ailleurs, c'est excellent d'avoir des artisans qui rentrent dans le monde de la tech. J'étais curieux du coup de savoir, toi, ton aventure dans la boulangerie-pâtisserie, ou même vous, ça a arrêté quand exactement? Pareil, les Covid? Non,
non, moi l'aventure s'est arrêtée septembre dernier. Ok. En septembre dernier. Ça Là cet été, ça va faire 5 ans qu'on est sur ce projet d'application, sur le Ok. réseau des saveurs. Donc en parallèle que j'avais mes 3 boutiques où on bossait comme des dingues, quoi. Mais bon, entre le Covid, etc., enfin beaucoup de choses qu'on fait. On a eu un incendie sur un des fournils. Entre deux, il a fallu que je me sépare du coup de mes parents, parce que du coup j'avais embauché mes parents et ma sœur sur ma première affaire. Donc la première affaire que j'avais repris en 2018. Parce que vous aviez arrêté bien avant du coup. Non, moi j'étais retourné ouvrier à Châteauroux chez des gens, chez des boulangers pâtissiers super gentils. Donc moi j'étais retourné ouvrier en attendant de voir ce qu'on allait faire avec ma femme. Et puis voilà, c'est tout. Après, Gaëtan est tombé en panne de boulanger, donc j'ai été le dépanner une fois. Et comme on avait beaucoup de touristes et de Parisiens qui venaient, on avait commencé à développer une gamme de petits gâteaux un peu high-tech, entre guillemets, là-bas. Et ça marchait super bien. Avant le Covid, C'était impressionnant. Non, mais vraiment. On vendait autant de pâtisseries qu'une belle affaire dans Paris. Hein. C'était une pâtisserie que vous aviez... À la base, c'était une boulangerie-pâtisserie. Ok. Et en fait, il y avait même pas de vitrine sèche, vitrine froide. Ils vendaient que de la pâtisserie sèche, entre guillemets. C'était du gâteau sec. C'est-à-dire, la région, les spécialités là-bas, c'est le pâté aux pommes de terre, la galette aux pommes de terre. Ils faisaient un peu de millefeuille, un peu de flan, mais vraiment des trucs de base, vraiment ultra simples. Il y a le radia aussi là-bas. Le radia, c'est le pain béni, ce qu'ils appellent. Donc c'est un truc très traditionnel là-bas. Et en fait, on était sur le cul là, le premier été. En fait, on l'a repris au mois d'octobre 2018, nous. Et mes parents, ils m'ont rejoint à l'été suivant. Okay. Et on était en train de se faire défoncer. Mais genre, on n'arrivait pas à suivre, quoi, rien que les pâtés aux pommes de terre et tout, on avait une pâtissière, mais on avait vraiment du mal à suivre. En plus, la boutique était ouverte 7 jours sur 7, donc 7 jours sur 7 à fond la caisse. Ok, de quelle heure à quelle heure là, je pense on démarre à 3-4 heures du mat. Ouais, voilà. Tu démarres à 3-4 heures du mat, à 2h, 3h de l'après-midi, t'es encore là en train de ramer à faire ton radia et tout, on n'en pouvait plus. Et donc, arrivé à l'été, du coup, en catastrophe, donc on est tombé en panne de boulanger, parce que le boulanger qui était resté avec moi, c'était un des 2 frères chez qui derrière qui on a repris, okay. Qui lui manquait quelques mois ou quelques trimestres pour aller à la retraite. Donc il était resté avec nous. En plus, comme il connaissait bien la maison, ça permettait de faire une belle transition et de pas nous laisser, nous les jeunes, un peu à te démerder comme tu peux. Et donc, sauf qu'au bout de 6 mois, il s'est chopé une petite saloperie, donc il est obligé de s'arrêter. Et eux, ils étaient en train de bosser chez des jeunes sur Châteauroux. Je dis, vas-y, je cherche un boulanger. Et donc, on s'est rapidement mis à fond là-dessus. Et on a dit, bon, vas-y, la viennoiserie, les machins, on va commencer à faire de la viennoiserie bicolore, à faire des pâtisseries un peu à la con. Et ça cartonnait de dingue, quoi. Vraiment, c'était un truc de fou. La quantité de pâtisseries et de viennoiseries qu'on passait, juillet et août, mais... Ah ouais, c'était vraiment délirant. Pour un village de 800 habitants, mais c'était incroyable, quoi. Ah ouais, c'était incroyable. Oui, puis la pâtisserie, on était un petit peu moins cher qu'à Paris. Bon, alors les Parisiens, ils avaient repéré le truc. C'est vrai qu'ils venaient là-bas, ils faisaient une provision pendant le week-end. Ok, ouais. Pour remonter avec à Paris Non, même pas, c'était juste pour dire à Paris, ils en auraient peut-être acheté moins. Mais là, comme en plus c'était festif, entre guillemets, les week-ends, donc ils en achetaient plus parce qu'on était quand même nettement moins cher qu'à Paris. Quoi, pour la même qualité. Quoi. Ouais. Ok, donc septembre, fermeture des boulangeries, du coup, pâtisserie, pour revenir juste sur la fin du parcours. Donc du coup, septembre 2024... après 11 et une guerre, ça devenait vraiment très très dur parce que il y a eu le Covid, il y a eu la deuxième vague que. Tu me disais, je crois que c'était le prix des matières premières. Il y a eu la deuxième vague où juste après, donc la deuxième vague, on a super bien bossé, c'était remonté un peu. Okay. Et puis juste après, c'était septembre 2022 ou un truc comme ça, ou 2023, peut-être 2022, où t'as l'explosion de l'électricité pour les consommateurs, enfin pour les particuliers et pour les pros. Où les boulangers, ils étaient en train de pleurer, à dire putain, mais on se retrouve avec des factures de 15-20 000 euros par mois. Et du coup, le particulier qui lui aussi avait des factures qui explosaient de chez lui. Et mais d'un week-end à l'autre. C'est-à-dire que le week-end d'avant, on était en train de se battre, ça faisait depuis... on n'avait pas ralenti de l'été, on n'avait pas fermé du tout, parce que nous, du coup,
on profitait d'essayer de se faire notre place dans la région. On partait en vacances, il fermait 15 jours, 3 semaines l'été, nous on restait ouverts, donc on tartinait. Et au moment où ça s'est arrêté, on faisait des concours, parce que lui du coup il était sur la boulangerie-pâtisserie qui était à Sainte-Sévère-sur-Orne, et nous on était moi j'étais sur l'autre avec ma grosse équipe, avec ma pâtissière, tourrier, etc. Et on faisait les concours à celui qui allait avoir le plus de choix de gâteaux dans les vitrines. On s'envoyait des photos le samedi matin, à midi il y avait les vendeuses, on arrivait avec les grilles de gâteaux, mais où c'est qu'on va mettre ça, tu te débrouilles, il y avait je sais pas 50, 60, 70 races de gâteaux différentes, avec des millefeuilles de tous les parfums, les gâteaux glacés, les machins, et le week-end d'après, fini, terminé. En une semaine. En une semaine. Ils ont annoncé l'explosion du prix de l'électricité, terminé. Les gens, d'un seul coup, ils sont... Impact ressenti directement, du coup Ah ouais, mais c'était genre, c'est d'une semaine à l'autre, 50% de chiffre en moins, quoi. Ok. C'est énorme. C'était énorme. Ça a été énorme. C'est jamais remonté. Et c'est jamais... Vraiment, c'est pas possible. Et je venais de reprendre ma 3e boutique, donc à Sauzet. Donc c'était une location-gérance qui appartenait à la mairie. Et c'était une affaire qui était fermée depuis 8 mois, mais les anciens, on avait croisé les anciens, et puis le commercial de Faring qui nous disait, ça peut être une bonne affaire et tout, ce qui tournait pas mal et tout ça. Et donc on venait de reprendre cette affaire-là, qui elle aussi avait démarré super fort, fin août, début septembre. Donc on s'est retrouvé avec 3 boutiques qui cartonnaient tout le mois de septembre, de l'électricité qui explose, et d'un seul coup, plus rien. Et là je dis, putain, c'est pas possible. Je sais pas, c'est pas possible, quoi, mais vraiment, et impossible de faire remonter. Donc là, tu balances de la cam à la poubelle, tu balances. Du coup, tu jetais le stock que t'avais. Non, mais tu balances, en fait, vu que t'es sur un rythme de croisière où t'as des vitrines qui sont pleines à ras-bord. C'est-à-dire que t'as 60-70 races de gâteaux, c'est énorme dans une... Enfin, vraiment, t'as plus la place, t'es obligé de faire... Habituellement, une boulangerie qui marche correctement, c'est combien? C'est pas, je sais pas, quand t'en as 20 ou 30 déjà, des races de gâteaux, c'est déjà pas mal, tu vois, c'est vraiment... On envoyait vraiment du lourd, tu vois. Et donc, en fait, tu te retrouves à... T'as ton rythme de croisière où tu sais, t'as ça envoyé dans tes jours, sur tes jours de semaine, sur tes jours de week-end. Et d'un seul coup, ça se casse l'ambiance. Et en fait, il faut que tu réduises, mais progressivement. Donc sur les 2-3 premières semaines, on a balancé à mort de la cam à la poubelle, quoi. Parce que le temps de ralentir en disant, ça va mieux bosser demain, ça va forcément mieux bosser demain, ça va forcément mieux bosser demain. Et en fait, le lendemain, non, continue à acheter à la poubelle. Parce que vu que le client, il arrive et que il faut qu'il y ait du choix, il faut qu'il ait ce que tu vas pas avoir fait, c'est ce qu'il veut. Ouais, ok, je vois. Tu as plusieurs groupes de personnes, chacun a ses petites... Voilà, donc dans la boulangerie-pâtisserie, c'est compliqué, c'est comme ça, comme dans la restauration, c'est pareil. Voilà, tu fais 5 sortes d'éclairs, le seul parfum que tu fais pas, c'est celui qui... Voilà, mais pourquoi vous avez pas ça le week-end dernier? Ça m'est déjà arrivé d'être chiant dans une... Voilà, et imagine, voilà, tu sais ce que c'est que d'être un client chiant, imagine quand t'en as 20 ou 30 ou même 50 dans une journée sur 2 ou 3 boutiques, tu vois. Ils demandent tous du café, toi t'as fait les éclairs au chocolat. Ouais, c'est ça. Et donc ça a été une grosse start et vraiment dégoûté, brutal, parce que on était parti sur notre lancée en mode, bon, vas-y, c'est cool et tout. Moi, je commençais à aller voir les banques pour aller visiter d'autres affaires, etc., pour aller reprendre des affaires un peu plus grosses et tout ça, puisque pour moi, j'avais mon équipe, j'avais mes parents qui géraient cette boutique-là, mon équipe qui était en place pour ma deuxième affaire, et puis on était parti pour aller chercher et continuer à se développer, parce que moi, ce qui me passionne plus, en fait, c'est la grosse différence entre lui et moi, c'est que lui, il est passionné par son métier, et moi, je suis passionné par entreprendre et créer, faire des choses. Mais pas... Voilà, moi, j'aime mon métier, je le maîtrise, boulangerie, pâtisserie, je maîtrise les postes. T'aimes sortir de l'opérationnel et diriger... Voilà, c'est ça, et d'aller chercher d'autres affaires, etc. Voilà, essayer de structurer, de monter des équipes, j'ai visité plein de projets, plein de machins, toujours à essayer de se développer, toujours à essayer d'évoluer, de faire plus, de faire mieux. Et donc voilà, on était un peu complémentaires sur cette partie-là. Lui, il était vraiment passionné par son métier. Alors lui, il démarre à 3h du mat, il se pignole sur des petits trucs à la con, des machins, parce que lui, il aime ça. Ouais, vous, c'était vraiment plus l'opérationnel, le côté métier. Et moi, j'avais les rendez-vous dans les banques, les machins, et donc voilà, c'était assez complémentaire. Donc on s'est dit, bon, cool, on va pouvoir faire péter le truc. Surtout que, bon, c'est pas de la prétention, mais c'est juste que nous, on arrive avec notre boulangerie-pâtisserie parisienne, entre guillemets, où on a plus de variété. C'est pas, bon, que ce soit les pâtissiers, dans l'artisanat, en général, il y a beaucoup d'ego. Mais là, c'était même pas ça. Nous, on arrivait avec une... Par exemple, quand t'es sur Paris, t'as dizaines de boulangeries différentes qui travaillent de manière différente. Donc moi, j'ai dû faire une quinzaine de maisons avant de m'installer. Donc j'ai vu une quinzaine de façons de faire différentes pour le fraisier.
Okay. Alors qu'un fraisier, ça se fait de plein de façons différentes. Ok, je savais même pas. Voilà. Et lui, c'est pareil. Lui, il a vu plein de façons de faire du fraisier. Bon, lui, c'était un autre niveau, parce que lui, c'était vraiment avec des grands noms de la pâtisserie. Ok. Et donc, ça te donne un avantage sur les autres, parce que du coup, tu as pu tester 15 façons de faire des coques d'éclairs, et tu vas sélectionner celle qui, pour toi, te semble... va se conserver le mieux, tu vois, qui va être la plus optimale si pour que ton éclair, parce que la pâtisserie, tu dois toujours réfléchir à la conservation. Parce que si ta pâtisserie, elle n'est pas vendable le lendemain, quand tu l'as mis en rayon, tu perds de... le problème, c'est que si le lendemain, tu es obligé de rejeter toute ta vitrine à la poubelle, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Toutes les boulangeries-pâtisseries laissent leur pâtisserie au moins 2 jours. Et donc, le but, c'est de faire en sorte que ton gâteau, il se conserve le mieux possible. Parce que tu dois prendre en compte que le client, s'il l'achète au bout du 2e jour, mais qu'il le mange pas chez lui le jour même, il va peut-être le manger que le lendemain. Donc, ça veut dire qu'il faut que ta pâtisserie, au bout de 3 jours, elle soit pas toute ramollo ou qu'elle perde en goût, etc. Donc, tu es toujours dans cette recherche de la conservation et de l'optimisation, tu vois, pour que ta pâtisserie reste le plus fraîche et le meilleur possible, le plus longtemps possible. Okay. C'est vraiment nous, c'était vraiment là-dessus aussi que... Moi, c'est ça surtout qui m'a transmis. C'est le fait d'optimiser, de toujours chercher à faire mieux. Plein de petits trucs, plein de petits tips qui faisaient que tu faisais une grosse. Moi, alors que je me suis jamais foulé chez des grandes stars, etc. Parce que moi, à la différence de lui, c'est que moi, comme j'étais pas passionné par le métier, mais j'étais plus passionné par les salaires. Parce que moi, le but, c'était d'évoluer, de prendre des places de chef, de machin. Donc moi, à 19-20 ans, je prenais des places de chef parce que naturellement, j'étais meilleur que la moyenne en tant qu'ouvrier, parce que moi, j'avais eu le CAP à 17 ans. J'étais tombé dedans, donc moi du sucre tiré je faisais ça à 15 ans l'après-midi dans les labos juste pour m'occuper, donc c'est normal que j'ai un avortage sur les autres sans me fouler en fait. Bien sûr, et donc heureusement, parce que si j'étais au même niveau que les autres, ça veut dire que j'étais une merde en fait, tu vois. Non mais c'est vrai. Donc c'est normal que je sois un peu bien. Sauf que moi, j'étais pas assez passionné par le côté technique du métier, tu vois. Moi, ce que je voulais, c'était évoluer dans les postes. Évoluer dans les postes. Donc 19-20 ans, j'avais des postes de chef sur la région parisienne dans des très grosses affaires où j'avais des mecs qui avaient 40 piges et qui me disaient oui chef et qui me vous voyaient, tu vois. Mais pas parce que j'étais ultra bon, ultra perfectionniste, juste moi j'étais à mon niveau, même si c'était un peu meilleur que les autres. Mais j'avais les qualifications parce que moi je cherchais toujours à... T'as un peu le respect aussi de chaque marche, parce que chacun commence à son niveau aussi. Et moi, c'est pareil, c'est pas parce que mes parents, ils avaient des boulangeries que j'ai commencé avec des gros postes, tu vois. J'ai commencé tout en bas en faisant la plonge chez mon vieux, parce que c'est comme ça que tu commences, tu vois. Du coup, arrivé dans le Berry, on avait des avantages par rapport aux autres qui étaient installés dans le coin et qui n'avaient pas vu autant de choses que nous. Donc nous, on pouvait... c'était le premier à faire la viennoiserie bicolore, par exemple, en 2018. Okay. Il n'y avait personne dans la région qui faisait la viennoiserie bicolore. Qu'est-ce que c'est pour expliquer un petit peu ? La viennoiserie bicolore, c'est ceux que tu vois maintenant qui sont à la mode, que tu vois partout sur Instagram depuis des années déjà. Hein. Mais en 2018, pratiquement, c'était vraiment les grosses stars qui commençaient à en faire. C'était les croissants, tu sais, de toutes les couleurs, là, rouge, jaune, avec parfumé, etc. Mettre de la couleur dans les... Ouais, faire de la pâte à croissant colorée, tu vois. Okay. Et ça, on était dans les premiers à le faire dans la région. Et lui, c'était juste pour s'amuser, mais au final, on s'est pas rendu compte que, mais on était les seuls à le faire en jeu, donc t'en as un qui commence à le faire, donc nous, on va changer, parce que lui, il a tellement des recettes et il a engrangé tellement de savoir-faire que, en fait, il a déjà 10 longueurs d'avance quand même, tu vois. Donc, c'est ça qui a fait que, on avait de l'avance sur la viennoiserie, sur plein de trucs. Et donc, c'est difficile quand ça se casse la gueule d'un coup et que tu n'y es pour rien. En termes de chiffres, tu passes de combien à combien ? T'avais une idée en termes de... En termes de chiffres, pour que les gens se rendent mieux compte. 3 affaires en pleine balle, on devait être à 900 000 € de chiffre d'affaires à peu près. Ok. Donc avec une quinzaine de salariés, en comptant mes parents. Sur l'année. Voilà, sur l'année. Donc un tourier, des apprentis, on était à 3 en pâtisserie. J'avais 2 boulangers et demi, plus les vendeuses, etc. Et toute la logistique qui va derrière, parce que c'est du temps aussi de gérer 3 points de vente avec 2 points de fabrication, même si là, moi, je m'occupais pas du tout de la production de la première affaire. Enfin, c'est beaucoup de temps de gestion, etc. Et donc, quand ça se casse la gueule comme ça et que toi, c'est pas par rapport à... C'est pas parce que t'as envoyé de la merde, tu peux rien y faire, en fait. Qui s'est réduit, c'est vraiment juste le contexte actuel qui fait que... C'est ça. Et ton affaire marche plus, quoi. Et tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. La tête, mais c'était ça. T'es en pleurs dans le labo parce que tu dis mais c'est pas possible, quoi. Donc au fur et à mesure, sur 3 ans, on va dire, sur 2-3 ans, ça faisait que... ça a fait que descendre. Alors moi je me battais pour jamais baisser la qualité de mes produits.
C'est-à-dire que quand le beurre, parce que ça c'est pareil, l'explosion des matières premières, elle est énorme. Le beurre qui est passé de 3,50 € le kilo à 10 € en quelques semaines, quelques mois. Enfin, Ça, c'est dû à quoi? Au soi-disant Covid. Ok. Ouais. Sauf que c'est venu 2 ans après, quoi. Ouais, non, mais c'est même pas ça. C'est comment t'expliques que le litre de lait, il est à combien? 65 centimes 60 centimes qu'il est acheté au producteur de lait? Même pas? Mais non, j'en ai parlé avec le beau-père ce week-end. Ouais, je suis même pas sûr qu'on soit à 60 centimes. Le litre qui est acheté. On est à 50 centimes, même pas 45 centimes. Et ils ont pas. Ils sont donc. C'est tout juste si le mec, ça lui revient plus cher de le produire que s'il faisait rien. Il perd 2 ou 3 centimes à chaque fois qu'il vend un litre de lait. Donc avant Covid. Et après, ils disent ah oui, non, mais c'est l'augmentation des matières premières. Aucune justification. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de justification, à part le fait que, entre deux, tu as des intermédiaires qui s'en mettent plein les poches. C'est tout, il n'y a que ça. Il n'y a aucune autre explication. Moi, mes beaux-parents, ils sont éleveurs. Donc attends, là tu parles des intermédiaires entre ceux qui produisent... Entre le producteur de lait et le boulanger, il y a des mecs entre les deux, la laiterie, les différents intermédiaires, eux par contre, eux ils se goinfrent. Les apporteurs d'affaires. Ouais, c'est ça, ils se goinfrent alors qu'ils ont même pas touché à la matière. Hein. Eux, ils ont pas mis un pied dans le champ ou dans le fournil. Mais eux par contre, ils se goinfrent. Et ça a été instantané. Les Lactalis et tout, ils ont jamais fait autant d'argent que pendant le Covid et après le Covid. Hein. Et toi, pendant ce temps-là, le boulanger, alors entre les factures d'électricité qui explosent, les factures de beurre ont passé pratiquement 150 kg de beurre par semaine. Juste pour la viennoiserie. Et nous, tous les commerciaux nous disaient, mais ralentis, passe un peu de Margot dans ton beurre et tout. Je dis, mais les gars, c'est mort. Ma viennoiserie, c'est 100% pur beurre. En 2022, j'ai eu le premier prix du croissant du Cher. C'est pas pour 2023 baisser la qualité de mes produits en me coupant la Margot. Donc on continuait, sauf que les factures de beurre, je te dis, tu passes de 3,50 €, 4 € le kilo à 10 € le kilo. C'est énorme. Sur 100 kilos, fait le calcul. Non, mais t'imagines. Derrière, toi, tu dois revendre et ça représente qu'une partie de ton produit. C'était délirant. Ouais. C'est-à-dire que non seulement tu as les matières premières qui explosent. Toi, tes clients, si tu fais x3 sur tes produits alors que ta matière première a fait x3. Ah, mais sans même faire x3, tes clients, déjà, ils consomment moins. Ouais. Déjà, ouais. Donc tes clients, ils consomment. Ouais. Bah oui. Ouais, c'est double problème en fait. Ah, mais c'est double problème dans les deux sens. Et toi, t'es là, tu peux rien faire. Tu n'as aucune solution. Tu essaies de faire des petits coups de com'. Alors à Noël, hop, on met 600, 700 balles dans les flyers. On va foutre des flyers un peu partout sur les. Mais tu sais très bien que c'est des coups d'épée dans l'eau que tu mets parce que c'est juste que le budget il est pas là, les gens ils consomment moins et puis voilà, t'as aussi un effet. Ouais, parce que nous rien qu'en viennoiserie déjà ça fait au moins une dizaine d'années déjà que ça a ralenti grave. Mais en discutant, mais oui, parce que moi en discutant avec les clients, parce qu'on avait des clients avec qui on discutait beaucoup. Je vous disais, avant, on avait 1 euro à mettre dans le croissant le matin. Maintenant, on les a plus, quoi. Et 1,30 €. Quand tu plumes les gens à la base... le problème, c'est ça, c'est que les gens aussi sont de leur côté. Donc, ils vont moins dépenser dans les petites viennoiseries. Oui, mais avant, les gens, le week-end, ils achetaient 20, 30 croissants. Maintenant, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Des gens qui prennent des grosses quantités de viennoiserie le week-end, hormis des associations et des trucs comme ça. Mais sinon, le restant, il n'y a pratiquement plus personne qui achète autant de viennoiserie qu'on en vendait le week-end. C'est une vérité aujourd'hui que les gens, ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Donc, ils ont mis les trucs prioritaires. Et puis, nous qui vendons, pas du gadget, mais qui vendons des trucs de luxe, entre guillemets, parce que c'est maintenant d'acheter un croissant en plus tous les jours, ça reste quand même relativement un luxe pour les gens moyens, quoi. Et maintenant, ils n'ont plus les moyens d'acheter ce genre de choses. Pour eux, ça reste... Avant, c'était acheter un croissant, c'était normal. Mais maintenant, acheter un croissant, c'est un plus qu'ils peuvent plus se permettre, quoi. Ils font passer les choses prioritaires, déjà avec... tout ce qui a augmenté, ils sont obligés d'avoir en frais tous les mois les factures d'électricité, les factures d'essence, la bagnole, etc. Ça leur a fait un coût énorme, quoi, d'augmentation. Donc c'est sûr que nous qui avons des petits trucs, des bonbons entre guillemets, ils s'en passent. Hein. Ouais, bien sûr. C'est du plaisir qu'on offre aux gens. Je suppose que ceux qui arrivent encore à tenir des prix corrects, c'est pas les artisans et l'artisanal, c'est vraiment un supermarché, industriel. Et encore. Après, et encore, parce que quand on fait le prix au kilo,
Quand on est dans un supermarché, les gens, des fois, ils ont des drôles de surprises, hein, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand on était à la porte de Bagnolet, il y a le plus gros Auchan de France. Et on avait la saison où il y avait des fraises, donc on fabriquait des tartes aux fraises. Et puis, il y avait une cliente qui était venue en nous disant oui, vos tartes aux fraises, elles sont hors de prix. Hein, mais le problème, c'est que par rapport à Auchan, nous, elles pesaient le double. Alors finalement, Auchan était plus cher que nous. Il dit, mais madame, il faut regarder le prix au kilo, d'accord. C'est sûr que les mecs, ils te font un truc super light, qui paraît beaucoup plus large en surface, mais sauf qu'il y a une fraise tous les 3 mètres dedans. Et ah oui, elle est moins chère, au niveau superficie, mais alors à manger, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien à manger, quoi. C'est comme quand tu veux manger chez McDo, hein, tu bouffes de l'air. De l'air. Au bout d'une heure, t'as refaim, quoi. T'as mal au ventre pendant la première heure, voilà. T'es calé. Je voulais aborder aussi le sujet, du coup, c'est pour ça qu'on est là sur ce podcast, c'est l'application que vous êtes en train de développer, que même vous avez fini. Tu me disais que ça faisait 4-5 ans que vous travaillez dessus. Comment des artisans de la boulangerie-pâtisserie arrivent dans le monde de la tech comme ça? D'où est venue l'idée? J'aimerais que vous me racontiez un peu l'histoire du réseau des saveurs, du coup, parce que c'est le nom de l'application. C'est totalement improbable. Moi, ça fait des années que je suis un peu le monde du digital, etc., que je consomme. Moi, ça fait très longtemps que je regarde plus la télé. Donc moi, mon divertissement, c'est YouTube, c'est podcast, des créateurs de contenu, etc. Tu as commencé à développer l'application il y a 4-5 ans. Donc tu avais encore tes boulangeries-pâtisseries. Ouais. Toi, tu te levais à 4h du matin et tu te disais, je vais construire une application. Non, pas du tout. C'est suite à l'incendie, dans un des fournils, où mon père travaillait, donc c'était son labo de pâtisserie, où il bricolait vraiment, il faisait ses petits trucs, pépites et tout. 3h du matin, tu reçois un coup de téléphone du maire, il y a le fournil qui est en feu et tout, et ces carnets de recettes qui avaient 30 piges et tout, qui partent en fumée, tu vois, donc voilà, ça fait vraiment chier, là. Au final, vous savez pourquoi. Des gars électriques, c'est un problème de truc. C'est les rampes de néon, avoir un court-circuit ou quelque chose, parce que c'est pas un incendie volontaire, hein, c'est vraiment un accident. On a eu d'autres traces après, mais... on a eu d'autres traces après. Pendant la reconstruction de... C'est un milieu de requin, la boulangerie et la pâtisserie? Non, c'est pas que c'est un milieu de requin, mais on n'était pas du coin. On n'était pas du coin et on faisait chier, en fait. Okay. On faisait chier, parce qu'on se démarquait des autres, parce que c'était la queue chez nous, et que, voilà, on faisait chier du monde, quoi. Et surtout le fait qu'on n'était pas du coin. On reste des Parisiens, c'est-à-dire que... les Parisiens, tant qu'ils viennent dépenser leur pognon à la campagne, ça va, mais viens pas habiter ici. S'ils viennent faire les Doriforts, là, par contre, c'était pas la même histoire. Donc l'incendie, et puis ça faisait déjà longtemps, on avait l'habitude d'aller chercher le matériel, tu sais, quand on cherchait un congèle, n'importe quoi, t'avais besoin d'un batteur et tout, tu faisais du Le Bon Coin, tu vois, t'allais chercher souvent sur Le Bon Coin, du matériel d'occasion, etc. Et puis quand il y a eu cet incendie, du coup il a fallu qu'on commence à chercher pas mal de matos pour refaire le labo, et c'est là que je commence à me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre truc à nous? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Le Bon Coin des artisans. On n'était pas sur un truc aussi complexe que ça à la base, mais c'était plus un truc de se dire, on est quand même une grande famille dans les métiers de bouche qui sont vraiment différents. Les éleveurs, déjà rien que dans l'agriculture, les maraîchers, les éleveurs, les cultivateurs, dans la boulangerie-pâtisserie, la restauration, etc. Et tout ça, ça crée un écosystème qui est énorme parce que autour de ces métiers-là, t'as plein de métiers complémentaires, c'est-à-dire les frigoristes, les gars qui viennent te dépanner le matos à 3h du matin quand t'es en panne de pétrin. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre truc à nous, quoi, un truc dédié à la bouffe, où quand tu cherches un truc en urgence, ce soit beaucoup plus facile que de devoir taper tous les annuaires parce que ton frigoriste il est pas là, il est en vacances, ou quand toi en tant que pro de la bouffe, tu t'es en galère ou tu cherches quelque chose, tu trouves plus facilement. Ok. Voilà. Donc c'était un peu le truc de base. Donc t'as l'idée qui te vient en tête, comment tu te dis que tu vas commencer à la réaliser? Tu vas sur le... on se dit que c'est une montagne, que c'est infranchissable parce que déjà c'est tellement loin. C'est surtout tellement loin de notre travail. De notre monde. Voilà, c'est ça, c'est deux mondes vraiment à part. Ça n'a rien à voir. On est à l'opposé, c'est tout. À l'opposé. Parce que les mecs travaillent avec leur tête, nous c'est avec les bras, mais c'est vrai qu'il y a un monde qui nous sépare, parce que entre ceux qui codent les applications et l'artisan qui fait sa boulangerie. Je crois qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas vraiment compte de ce que notre boulot principal représente, quoi. Sauf qu'on se lève le matin, hop, ça y est, on appuie sur un bouton, c'est tout prêt. Non, c'est pas tout prêt. Quand il faut commencer à prévoir, à faire des quantités des macarons, par exemple, ça paraît tout con, mais celui qui n'a pas une dresseuse automatique, qui les poche à la main, ça prend
prend un temps énorme. Et donc du coup, comment s'est fait la connexion entre il y a eu aussi... tech, par rapport pour commencer à développer l'application. Tu me dis, il y a une montagne devant moi. C'est-à-dire qu'on y réfléchit, Ouais. vu qu'on bosse ensemble tous les jours, on est là, on discute, putain, ouais, on pourrait faire ça et tout. Et puis il y avait aussi cet effet-là de se dire, ce que j'aimerais, c'est montrer plus régulièrement, plus au quotidien en fait, ce que c'est que la vie d'artisan, ce que c'est que la vie d'agriculteur en fait. Parce que les gens qui n'ont pas de la famille vraiment proche ou des parents, etc. dans le milieu, ils pensent vraiment que ouais, c'est exagéré, genre faut faire des sacrifices, etc. dans ce métier. C'est vraiment ça de l'extérieur. Nous on l'a vu, les gars ils se disent mais arrête, ouais ok t'es boulanger, c'est cool mais tu fais du pognon en fait. Mais mec tu te rends pas compte du sacrifice que c'est au quotidien de faire tourner juste une boulangerie. Enfin on ne parle pas, parce que là maintenant ils sont tous à la mode, ouais entrepreneur, c'est un mindset, mais avant de parler d'entrepreneur, juste de dire un gars, un commerçant, un boulanger, ou un agriculteur, un éleveur lambda, vraiment, qui est dans son petit truc, à son niveau, mais les sacrifices qu'il fait de toute une vie, juste pour donner à manger aux gens, les gens, ils se rendent pas compte. Et donc, c'était aussi ça, mon envie avec ce projet, c'était de dire, vous, en tant que professionnel, montrez plus au quotidien, montrez plus à vos consommateurs, à vos clients qui achètent tous les jours, ce que c'est que de se lever à 3h du matin et à 2h30, t'as le boulanger qui t'appelle, hey, je fais comment, j'ai le four qui est en panne. Ouais, mais t'as le pain à sortir, faut absolument que le pain il sorte du four, parce que sinon à 7h le client lui il va gueuler et il va aller chez le voisin parce que toi t'as pas de pain. Il en a rien à foutre que tu sois emmerdé avec le four qui est en panne. Ouais, bien sûr. Tu vois, et donc c'est tout donc, plein. Ouais, ça c'est la première réflexion de l'idée du projet. Ouais. Vraiment ce truc c'était de faire voir aux gens, de dire aux gens. Si tu sais pas quoi faire pour te faire chier dans la vie, achète une boulangerie, moi je te le dis. Ouais, ah ouais, pour vous c'est ok. Ah non mais hormis les gens qui aiment ça, bon moi je me dépannais toujours à la maison, mais le problème c'est que les 80% des mecs ils attendent le dépanneur impatiemment, puis les machines elles tombent pas qu'une fois tous les 5 ans en panne. Et que maintenant, vu le matériel, il a suivi la mouvance actuelle, quoi. Il est devenu aussi solide que le restant, quoi. Avant on allait à un pétrin, pendant 40 ans on ne mettait même pas un coup de soufflette dedans, quoi, pour enlever la farine. Ok, même sur c'est comme avec l'électroménager, quand c'est pareil. C'est pas l'obsolescence programmée, mais nous on se retrouve avec tout un tas de matériel électronique et tout ça qui était mécanique avant, mais on n'a pas besoin de trucs avec des LED ou des programmateurs à la con. Ils nous mettaient une horloge mécanique, ça nous faisait exactement la même chose, sauf que maintenant ils aiment bien les gadgets, comme ça vous pouvez le faire sur votre téléphone. Des nouvelles versions tous les ans. C'est ça. L'épaisseur de l'inox c'est plus la même. Le métal. Les moteurs dans les frigos, etc. font plus la même taille. Donc les durées de vie. Les durées de vie sont plus les mêmes. Les frigos que tu gardais pendant 30 ou 40 ans, aujourd'hui, au bout de 20 ans, ils sont morts. Sans jamais faire venir un frigoriste. Maintenant, le mec t'achète un frigo neuf, mais à 5, 6 000, 8 000 euros. Le truc, au bout de 6 mois, il commence déjà. Il y a le programmateur qui est mort. Il manque de gaz. Et du coup, tu passes ta journée sur le bon coin à chercher des pièces. Non, tu passes ta journée à bricoler, à dépanner à chercher du quoi de dépanner. Quand t'es sur ce que là maintenant ils font, c'est-à-dire du concept, ils ont des plans d'action avec des franchises, tu sais, ils créent des concepts de boulangerie, et on nous l'a proposé parce que avec notre expertise, etc., pour aller faire un truc en Suisse et tout, mais nous on voulait pas parce qu'on veut garder, quoi qu'il arrive, on a une âme d'artisan, et moi j'étais multi-points, même si je visais plusieurs affaires, je voulais garder une âme d'artisan et une âme de, vraiment du savoir-faire et de l'artisanal, quoi. Je voulais pas rentrer dans un truc où t'as des process, où tu fais de la semi-automatisation, semi-industrielle. Par exemple, t'as des machines maintenant où t'as plus qu'à pétrer le croissant et tu le roules même plus toi-même. Moi, je veux garder rouler les croissants tous les jours, où t'as pas les croissants qui sont tous alignés dans le magasin, où de temps en temps t'en as qui a un peu de travers, tu vois. Parce que c'est ça qui fait l'âme de l'artisan, du commerçant de quartier, tu vois. Ok, et donc du coup, alors là c'est première idée de l'application. Je suppose que tu allais contacter des développeurs pour commencer à construire l'application. Enfin, tu vois un peu la chronologie en fait de maintenant on arrive sur un produit fini. L'application elle est sortie, elle est disponible sur toutes les App Store d'ailleurs. Bah voilà, tu me racontes un peu le parcours du réseau des saveurs maintenant. C'est un parcours du combattant de fou, quoi. pour réussir à sauter le pas, pour ne serait-ce qu'un bout de talon dans ce monde-là, de la tech et du digital, on va dire. Ah ouais, c'est super dur parce que t'as pas les contacts, toi. Nous, on a un réseau de fous dans notre métier, mais d'aller trouver des développeurs, donc j'ai commencé à chercher sur la région, du côté de Châteauroux, etc. Attends, avant de raconter l'histoire, explique rapidement le principe de l'application, comme ça
Ouais. Bah, Grosso modo, en 3 phrases. c'est un réseau social dédié à la bouffe. Ok, dédié à la bouffe, parce que tu t'es dit que les autres réseaux sociaux, c'est pas spécifique à la bouffe, et donc il n'y a pas les mêmes, enjeux, il n'y a pas les mêmes... C'est pas le même contenu qu'on attend sur un réseau social de divertissement. Ok, et il n'y a pas la même valeur ajoutée, en fait, Voilà, c'est ça. qui est bénéfique pour les pros et pour le consommateur. Quoi. Ouais, c'est-à-dire que nous, on a essayé les community managers à 300-400 balles par mois, qui testent la publication de contenu, etc. Ça fonctionne, mais il faut y être vraiment tous les jours. Et pas que le community manager, sinon il te coûte un bras. Il faut aussi, toi, y être, prendre de la photo, faire du contenu, pour essayer de changer un peu l'algorithme de Facebook ou d'Instagram. T'as un peu plus de lumière sur toi, sur ton business. Pour nous, le but du réseau des saveurs, c'est juste de dire, les gars, on a un réseau social qui est dédié à la bouffe. Il y aura jamais de chaîne de boulangerie, d'industriels, etc. Ce sera toujours un truc fait par des artisans, pour des artisans, les commerçants, les producteurs, les éleveurs, tous les petits acteurs des métiers de la bouche. On veut pas de publicité des autres, on veut pas balancer, mais t'as M6 qui font la meilleure boulangerie de France, puis à la publicité, ils font de la pub pour Ange, quoi. Ok. Là, tu te dis... il y a des trucs de fou, qui se passent. Là, ils se foutent de la gueule du monde, c'est comme s'ils font de la publicité pour Marie Blachère, quoi. Le mec, il vient chercher la meilleure boulangerie de France, à la page pub sur la 6, tu dis, ouais, les publicités pour Ange et Marie Blachère. C'est comme si le mec, les trucs de resto apparaissent sur la 6, et puis à la pub, ils te font de la pub pour McDonald's, quoi. Ouais, Raconter de la merde. Après, non, moi, c'est moi, vrai. ça me fait Ouais, en beaucoup fait, c'est rigoler ça. quand j'entends mais- des trucs comme ça. Je dis, mais les gars, vous vous rendez compte, non? Ça, c'est des détails, La meilleure boulangerie de France, elle est sponsorisée par les boulangeries Ange. Peut-être toute la filière maraîchère qui est en train de crever. Et le parrain du Salon de l'Agriculture 2025, c'est le Maroc. Il y a un moment donné, il y a un problème, quoi. Elle est où la souveraineté dans ce pays? La capitale mondiale de la bouffe, je sais pas où elle est. Hein. Ils sont en train de tout détruire par le fond, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est pas possible de... Saboter toutes les entreprises de France, c'est pas possible. Dès qu'il y en a un qui fonctionne, on s'arrange pour le descendre, quoi. Il y a quand même quelque chose qui va pas ici. Hein. Ah ouais, le monde de la bouffe est vraiment en crise, quoi. Alors les gens, ils ont l'impression qu'ils peuvent plus bouffer sainement à des prix corrects. Bah nous c'est ce qu'on veut faire voir avec le réseau des saveurs, c'est que c'est faux, c'est faux. totalement faux. On revient vite fait sur l'histoire avant d'expliquer tu vois, vraiment la valeur ajoutée de l'application. Donc là, tu commences à essayer de te mettre en relation avec des développeurs. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en sors? C'est comment tu sais déjà où chercher? Je pense que tu allais sur les réseaux Non, assez rapidement. comment j'ai trouvé les premiers gars qui m'ont fait le premier devis? Bon, en gros, voilà, donc je commence à réfléchir un peu à ce truc-là. On me dit, bon, de toute façon, pour développer une appli, c'est 100 000. Point. Puis j'en ai deux qui me donnent à peu près la même version, en mode, bon, de toute façon, pour développer une application comme toi tu penses, etc. Bon, déjà, ça refroidit parce que, bon, même si on était dans la bonne lancée, on va dire, j'ai pas 100 000 euros d'avance à mettre dans un autre projet, quoi. En plus, maintenant, ceux qui ont des apps, quand t'es un peu dans le milieu de la tech, tu essaies de connecter avec un développeur et tu lui donnes des parts. Ouais, Et c'est là, ça. t'arrives à réduire le coût, voire même. Mais c'est vrai que là, toi, du coup, quand t'en connaissais pas, j'imagine. Maintenant, toutes les agences de. ouais, mais à Châteauroux, t'as vite fait le tour. Moi, je savais même pas faire un PowerPoint, j'avais même pas d'ordinateur portable. Le premier défi, c'est d'arriver à expliquer à un développeur ce que tu veux. Vu qu'on en parlait quand même régulièrement, si c'était pas tous les jours, c'était vraiment très régulièrement. Et en fait, nous, on commençait à visualiser un petit peu à quoi est-ce qu'on voulait que ça ressemble. Voilà, le fait d'avoir un espèce de fil d'actualité, pour pouvoir mettre des annonces pour du matériel, etc. Pouvoir travailler plus entre les professionnels, tu vois, un frigoriste, etc. Et après, d'aller réussir à mettre ça dans la tête d'un développeur qui va réussir à t'en faire un truc qui ressemble à quelque chose visuellement. Ouais. Et le jour où c'est qu'on a eu une première version dans le téléphone, on s'est dit, waouh. Ok, après combien de recherches de développeurs? Parce que du coup, 3-4. 3-4, ouais, tu fais 3-4 agences de développement. Ouais, et puis même, j'ai essayé de faire une levée de fonds. Je me suis fait baiser 60 000 balles. Que c'est de la famille qui te prête un peu d'oseille. Voilà, ils te font confiance parce qu'ils savent que toi, t'es un bosseur derrière, que tu es au boulot tous les jours. Donc, quoi qu'il arrive, t'es là pour rembourser les sous. Je vais pour faire une levée de fonds. Ça, c'était quand? Ouais, c'était pendant le Covid. Je tombe sur deux gars avec les business angels, etc. Donc, on faisait un peu voir ce que c'était que le monde de l'entrepreneuriat, mais pas à côté commerce où tu vas juste faire un dossier de financement, tu vas dans une banque, ok, c'est un fonds de commerce que t'achètes, etc. C'est quand même assez simple. Là, t'étais vraiment sur une partie de faire un business plan sur un truc qui n'existe pas, où là, c'est beaucoup plus difficile de se projeter. Et donc, ces gars-là, recommandés par deux maires de communes de la région, tu vois, pas des moindres, qui te disent non, c'est bon, c'est des gars ultra sérieux, tu peux y aller. Allô, papy, mamie, vous nous prêtez les sous. Vu les budgets qu'ils nous annonçaient pour les budgets com, etc., on se dit, bon, on va lever 500 000 $.
Donc entre le développement de l'application et les premiers mois de lancement et tout, on se dit bon. Et il fallait payer, donc en gros on avait tout, les contrats d'assurance, les contrats de... Enfin vraiment c'était ultra carré, tu cherchais sur internet, enfin on a réfléchi quand même plusieurs semaines avant d'envoyer du pognon comme ça à l'étranger. C'était vraiment ultra carré, tous les gars avaient pignon sur rue avec des sites internet, les noms correspondaient avec les contrats d'assurance, etc. Enfin le temps qu'on envoie l'argent aux États-Unis et qu'ils nous fassent le virement pour payer l'autre moitié de l'assurance et on reçoit les fonds et voilà. Puis finalement ça c'est les 3-4 jours se sont transformés en 3-4 ans quoi. Parce qu'on n'a jamais vu la couleur de l'oseille alors que c'était vraiment ultra carré et que même ma grand-mère elle a fait 45 ans d'expertise comptable donc elle a travaillé pour des gros cabinets et tout. Elle m'aurait pas prêté des sous si elle avait eu un doute tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc c'était ultra carré quoi. À prendre ta confiance. Enfin, c'est surtout quand là t'as 2 maires de la région, tu vois, vraiment proches, tu vois, qu'on connaissait bien. Les mecs ils disent c'est bon, vous pouvez y aller les gars, c'est des gens sérieux. Donc nous on y va quand même assez confiant. Donc c'est pour ça que là aussi la famille nous prête les sous en se disant bon bah c'est bon, t'as trouvé de quoi te faire financer parce que aller voir les banques en tant que boulanger pâtissier en disant j'ai un projet pour créer une application, jamais de la vie ils vont te voir les banques. Puis en plus c'était le Covid donc va chercher du financement auprès des banques pour une application c'est compliqué. Je suis même pas parti à zéro avec ce projet, je suis parti à moins 60 000. Tu te prends une grosse start, mais du coup j'ai pas lâché. J'ai fini par rencontrer ces gars-là, m'ont fait rencontrer un autre gars qui lui était beaucoup plus sérieux. On s'est retrouvé du coup avec une équipe pratiquement complète. Chacun mettait des billes dans le projet et donc on s'associait en fait. Voilà, un DAF, un gars qui avait une agence de com qui mettait des billes dedans parce que les gars ils voyaient que ce truc-là, ouais, ça leur parlait. Ouais, 2022 peut-être un truc comme ça. Et tu sentais déjà qu'il y avait une appétence pour trouver une solution pour manger autrement, pour chercher une alimentation autrement que parce qu'on nous distribue depuis 30 ans, 40 ans avec la grande distribution. Ouais, tu t'as dû voir des concurrents un peu arriver, ou disons des applications un peu similaires quoi. Alors du coup, nous en fait, on a loupé Uber Eats et tout ça, parce que nous on a quitté Paris en 2018. Et là-bas, dans le Berry, il n'y a pas de Uber Eats, il n'y a pas de... Alors si, il y a Too Good To Go, mais toutes les applications Deliveroo, Uber Eats, nous, il n'y a pas. Ouais, c'est ça. Bah non, il n'y avait pas. Bah non, il n'y avait pas d'Uber Eats. Donc le truc, genre tu commandes depuis le téléphone et tout, bah il n'y a pas ça. Vous avez Uber Eats, bah tu viens dans 5 minutes, c'est pareil. Ouais, ça c'était assez drôle. Parce que du coup, nous, on voyait ces applications-là fleurir. Mais nous, c'était pas dans le même délire encore, donc c'était un autre truc. T'avais quand même une appétence pour de l'application liée dans le domaine de la bouffe, avec un changement vraiment entre ce que nous on voyait sur le terrain tous les jours avec nos boutiques et la demande du client. Donc bon, on n'a pas lâché l'affaire. Cette équipe sur Paris, ils nous ont sorti au bout de peut-être 1 an et demi, 2 ans de travail acharné, ils nous ont sorti une première version. C'était incroyable. Ça y est, enfin visuellement dans le téléphone. T'avais ce que t'imaginais. Ouais, ça c'était incroyable. Après combien d'itérations? Tu m'as dit 1 an, 2 ans quand même. Ouais, plutôt même 3 ans entre la première fois où je me fais douiller de 60 000. Et avec la nouvelle équipe. Ouais, mais c'est vrai que ça a traîné avec la première équipe. Parce qu'eux, ils faisaient ça en plus de leur travail. De leur business qui tournait bien. Okay. Ils avaient un business qui tournait déjà bien pour avoir les compétences qu'ils avaient eux, pour faire ce qu'on voulait nous, mais eux, c'était pas des développeurs d'applications en fait. Ils développaient des logiciels qui avaient rien à voir avec des applications. Ça tâtonnait chez nous, mais ça tâtonnait aussi un petit peu chez eux, quoi, parce qu'en fait, c'était pas leur cœur de métier, le développement d'applications. Mais bon, ils nous ont quand même sorti une première version, oui, là, on était très fiers, on était très contents. Elle était vraiment pas mal. Ouais, elle était vraiment pas mal, on avait dans les couleurs, etc. Bon, comme j'ai rencontré l'agence de com, le gars, moi, il m'a... En mesure, je sortais quand même un petit peu de bille du peu que je pouvais. Et il sortait une charte graphique, donc là, tu commences à voir les couleurs. On avait fait une recherche de noms, donc le réseau des saveurs. Au fur et à mesure, ça avance, mais ça avance sur 3 ans, ça avance très lentement quand même. Et puis entre deux, nous, il y a les boulangeries, donc t'as la période où c'est le feu, et puis après, t'as la période où ça commence un peu à retomber. Et là, tu te dis, putain, mais faut que ça se dépêche de sortir l'application. En fait, au départ, on s'était dit, bon, faut que l'application sorte, tu vois, pour qu'on rayonne un peu de là-dessus. Peut-être qu'on va réussir à se sauver aussi, nous, tu vois, parce que on va créer un truc qui va permettre aux gens de voir que, putain, mais nous, on est là, on en chie les gars, et pourtant, on continue à vous faire du 100% maison, avec nos marges qui fondent, avec les charges en permanence qui explosent, etc. Puis les gars, on leur disait, dépêchez-vous, putain, tout à l'heure, ça va être trop tard, les boulangeries, elles vont être fermées, que l'application, elle sera pas sortie, quoi. Parce que nous, ça devenait... Ouais, pour toi, c'est vraiment... Le réseau des saveurs, pour toi, c'est vraiment la bouée de sauvetage. Ça va nous faire un petit coup de pub du fait que, attends, t'as des boulangers qui sortent une application, et puis, en fait, nous, on serait les premiers utilisateurs de l'application.
tant que professionnel. Et puis en fait, ça traînait. Et puis nous, enfin moi, les boulangeries, ça commençait à devenir... la pression, ça devenait vraiment énorme. Enfin, quand t'as 3 boulangeries qui commencent à tomber en termes de chiffres, que tu réduis au fur et à mesure des mois, des années, le personnel, etc. Parce que ça semble long, mais 3 ans, c'est court et en même temps, c'est long, tu vois. Parce que quand c'est en chute pendant 3 ans, et que t'arrives pas à relever le truc et à te dire, mais qu'est-ce que je fais de mal alors que je continue à faire du maison, je sais que mes produits sont bons, et on peut pas dire que le produit c'est de la merde, il est là derrière, il envoie le taf, tu vois aussi. Donc psychologiquement, c'est très dur, c'est très très dur. Donc là, l'application, aujourd'hui, là, on est en mai 2025, elle est sortie sur les App Store. Concrètement, qu'est-ce que tu retrouves dedans et quel problème elle résout? Concrètement, que ce soit pour le consommateur, parce que du coup, ton application, elle est ce qu'on appelle B2B et B2C. Ouais. B2B2C, enfin B2B et B2C. D'un côté, les consommateurs qui sont sur l'application, les professionnels. Les professionnels. Ouais. Bah, en gros, ce que ça apporte comme solution, on montre aux gens ce que c'est déjà que la vraie vie des professionnels. On permet aux consommateurs de se rendre compte de l'escroquerie que ça représente, la bouffe des supermarchés. Ouais, Là, il y a parce que là-dessus, c'est marrant, tu m'avais parlé d'une histoire avec un poulet que tu pouvais acheter en supermarché à... Bon, c'est que nous, on a des exemples, on en a plein. On raconte l'histoire de la nana avec ses abricots. Toi, t'avais vu le post sur Facebook? Ah oui, C'était il y a 2 ans, en plein été, il y a une productrice d'abricots, en fait, elle se retrouve avec des abricots qui n'étaient pas tout à fait du bon calibre pour la centrale d'achat de supermarché, donc elle faisait partie. Ça se retrouve avec 2 tonnes d'abricots qui, soi-disant, ils avaient un peu la gueule en biais, chose qui n'était pas vraie, quoi. Donc, Ah oui, c'était pas assez joli, donc... ils avaient des microscopiques petites taches, alors les autres, ils allaient lui mettre à l'envers, en fait. Et donc elle, finalement, a publié un post sur Facebook, j'ai 2 tonnes d'abricots sur les bras, au secours. Dans le week-end, elle a vendu ces 2 tonnes d'abricots à des particuliers et au prix bien plus cher que ce qu'elle le vendait à la centrale d'achat. Et moins cher du coup pour le consommateur. Et moins cher parce qu'il n'y a plus l'intermédiaire qui se comme tu dis, ah oui, tous les deux, en fait. Les intermédiaires gagnent plus que le producteur et le gars qui fabrique. Donc même pour toi, pour vous, même un supermarché, c'est un intermédiaire entre du coup le producteur et ce qui est logique, le consommateur. Et vous, c'est reconnecter les deux, quoi. C'est vraiment recréer du lien entre le consommateur qui lui va acheter son produit et qui veut juste un produit de qualité à un prix correct, enfin un prix bon. Mais c'est surtout de pouvoir comparer. Ouais. C'est-à-dire que là, avec le réseau des saveurs, les professionnels qui ont leur page artisan, qui sont dans le rayon du consommateur, que le consommateur, il a l'application sur lui, il peut comparer le prix au kilo. Parce que c'est un gros problème, c'est que les gens ne regardent pas le prix au kilo. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas le prix au kilo dans les supermarchés. Et ils pensent que c'est moins cher parce qu'il y a 4 saucisses et que ça vaut, pas 3 balles. Mais en fait, s'ils regardent le prix au kilo, c'est plus cher que d'aller au marché. Moi, j'ai fait l'expérience il y a 2 semaines au marché des Capucins, à Bordeaux. Je fais mes petites courses et je prends les photos quand même des produits pour me dire, tiens, je vais les comparer quand même avec le supermarché qui est collé au marché des Capucins. Et là, je regarde les prix, je dis, bon, 9 € le kilo de saucisses de Toulouse au marché. T'arrives fabriqué par un artisan. Fabriqué par un artisan, tu vois. Ils vendent, tu vois. Zéro intermédiaire, c'est lui qui l'a produit. Il y a tout plein de trucs, tu lui demandes de l'araignée, du machin, enfin voilà, c'est son métier, quoi, vraiment. Et là, tu regardes la barquette de saucisses de Toulouse, mais truc vraiment immonde en plus, en plastique, 14 € le kilo. Il y avait pratiquement 5 balles d'écart au kilo qu'au marché. Ouais. Et donc là, on commence à regarder un peu les avocats, pareil, les carottes plus chères. Enfin, ma femme, elle dit, oh, mais attends, c'est un peu exagéré quand même. Je dis, ouais, tu vois, et en fait, le réseau des saveurs, c'est ça. C'est ce qu'on veut mettre en lumière avec cette application. C'est dire aux gens, arrêtez de croire que d'aller chez le producteur, d'aller chercher du circuit court, ça coûte plus cher. C'est des conneries. C'est des conneries. Regardez le prix. Il y en a qui sont au même prix. Oui, parce que ou alors c'est moins cher. Ouais, parce qu'en fait, c'est très rare que ce soit beaucoup plus cher. Ça a été beaucoup vendu parce que maintenant, en fait, il y a des rayons bio dans ces supermarchés-là, j'ai l'impression. C'est des rayons bio qui viennent de jeunes d'Ukraine, par exemple. Je dis qu'ils sont vraiment bio, les poulets. Oui, non, en tout cas. Parce que moi, ça m'est arrivé d'en faire cuire des poulets qui viennent de je sais pas où. Et non, juste des blancs de poulet, des pâtes de poulet et des pâtes de poulet que je prends au boucher que je prends d'habitude. Ouais, c'est ça. La pâte de poulet est réduite au moins de 20% en taille par rapport à la pâte de poulet d'ici. Alors, il y a un problème avec la pâte de poulet. En plus, même au niveau marketing, moi j'ai l'impression que ça a été le label bio maintenant. C'est plus un label premium où les gens se disent, en fait, ok, c'est de la bonne qualité, mais du coup, c'est plus cher. Alors qu'en fait, si tu vas un peu au marché à côté, tu te retrouves avec des produits de super bonne qualité et artisanal, avec des prix qui sont soit au même prix, soit en dessous, quoi. Oui, non, mais il n'y a pas de... Tout à l'heure, là, on est passé dans Bordeaux. Là. Regarde, le mec, il vendait des
tomates, bon, je sais pas d'où elles arrivaient, j'en ai aucune espèce d'idée. Il les vendait 1,40€ le kilo. Puis, tu te rends compte, la moyenne, il est 4 balles en ce moment, ou 4,50€. Et attends, il y a un gars qui se goinfre entre deux, je sais pas qui c'est, mais là, le mec que tu as vu tout à l'heure, là, qui avait le primeur dans Bordeaux, quoi. Et tu vois, le mec, ils vont ses tomates 1,40€. Au supermarché du coin, je pense que ça doit être les mêmes, hein, à quelque chose près. Ils les vendent pour 3 fois le prix, pratiquement. Et le petit épicier du quartier, ces tomates, elles sont pas plus dégueulasses que celles du supermarché. Hein. Ouais, par exemple, qui suis pas de Bordeaux, moi. Il y a les mecs, là, des petits épiciers, des petits primeurs du coin, là, ils vendent des bottes d'aneth, de persil et de menthe pour 1€, les gars. Je sais pas ce qu'ils peuvent gagner au-dessus. Mais quand je vois la taille des bottes d'aneth qui sont comme ça, à 1€. Enfin, on l'a pas précisé, mais lui, il a un restaurant, entre deux qui est sur l'application. Et ma soeur a repris un restaurant avec ma mère. Elles font tourner un restaurant. Fourni non, mais en herbe, par exemple, moi dans le Berry, j'ai beaucoup de mal à trouver ce genre d'herbe comme de la nette. Ou alors ils les vendent au brin dans un supermarché emballé dans du plastique à 1,50€ le brin. Par exemple, t'as les cuisses de poulet là que t'achètes. Et nous, il y a eu des périodes où t'es un peu court, etc. Et tu te dis, vas-y, tu vas. Ouais, c'est 8 balles. Pour combien? Ouais, tu sais, quand t'as les barquettes en plastique, c'est chez Lidl, tu vois. Oui, c'est ça. Moi, c'est 7€. Entre 7 et 10 balles, peut-être. Ouais, voilà, entre 7 et 10 balles. 400. Mais tu les as goûtés, là, dernièrement, les cuisses de poulet, là? La dernière fois que j'en ai acheté, j'ai dit à Sophie, mais on achète. Non, mais attends, c'est rempli de gélatine. La viande, elle cuit, elle est transparente sur les bords. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leur poulet? Mais attends, il y a un problème, tu vois. Ouais, mais d'eau est mélangée avec quoi, tu vois? Parce que. Mais les gens, c'est pareil. Les gens, il y a un truc où ils réduisent, les gens consomment moins de viande, etc. Ok, consommer moins de viande, mais quand on a consommer de la bonne viande. Même si la viande, des fois, même si elle est un peu plus chère, des fois, chez le boucher, mais prenez-la chez le boucher. Vous faites travailler une vraie économie locale plutôt que de continuer à engraisser d'une industrie qui est là qui est juste là pour nous empoisonner à petit feu. Le temps que les gens gagnent en allant faire les courses au supermarché, combien est-ce qu'ils en perdent de temps à aller chez le médecin après quand t'as 40 piges, tu te retrouves avec des intolérances et des saloperies ou des... Ouais, toutes les nouvelles maladies, là, qu'il y a plein de gens qui attrapent plein de trucs, mais bon, à mon avis... Je sais que sur les fruits, il y a beaucoup moins de vitamines que ceux d'avant, il y a des trucs comme ça. Regarde l'histoire du sel dans le pain, ils voulaient réduire là, que le boulanger il passe à 17 grammes Non, c'est 17 là, qui passe à 12 grammes, et alors après, ils voulaient nous interdire en fait le sel de mer qu'on utilise depuis les... Ils veulent réguler le sel. Non. Ils régulent, mais c'est pas qu'ils régulent, c'est qu'ils donnent des normes en fait aux gens en disant si c'est plus que ça, c'est trop salé. Et donc là, le pire c'est pas ça, c'est qu'ils voulaient déjà que les gens mettent, là c'était 17 grammes, ils voulaient mettre 12 grammes, autant fabriquer des biscottes, c'est ardouille. Et ils voulaient en plus faire que les boulangers arrêtent le sel iodé de mer pour acheter un succédané de sel, c'est-à-dire un sel 100% chimique, soi-disant pour améliorer la santé des gens. Non mais les Égyptiens ils fabriquaient déjà du sel avec du pain. Non mais c'est-à-dire qu'on va réguler. On en mange de trop du sel. On est sur des quantités vraiment infimes parce que... Il y a 3,5 g de sel dans une baguette entière. C'est pas là où tu chopes ton surdose de sel. Ouais. Attends, les saloperies de fast-food, ça fait longtemps qu'on n'y met plus les pieds parce que vu le prix que c'est maintenant, c'est du vol. Enfin, même pour les gamins, on n'y met plus les pieds, c'est du vol ce truc. Il y a 2-3 mois de ça, on en a remangé un déjà et on se dit mais c'est super salé en fait. Ils ont le droit de saler autant qu'ils veulent. Oui, parce que sinon tu prendrais pas la boisson avec. Mais et toi, le boulanger, tu dois mettre que 12 ou 15 grammes de sel dans... Il y a des trucs, c'est du délire. Tout ça, il faut le mettre en lumière, il faut l'expliquer plus aux gens. Quand je reviens sur l'histoire du beurre, dans les journaux, ils disaient qu'il y avait entre 20 et 30% d'augmentation du beurre. Alors que nous, on faisait du x2 ou x3 sur le prix du beurre. Enfin, c'est... Nous, avant, on payait le beurre, on prend des cubes de 25 kilos, et bien évident qu'on payait pas le même prix. Une ménagère normale qui va acheter des plaquettes de 500 grammes ou de 250 grammes. Nous, c'est emballé en cubes de 25 kilos dans un carton avec là c'est sûr qu'eux ils ne payaient pas le même prix que nous du fait de la manipulation qu'il y a à le mettre, etc. Nous on reçoit les trucs, ils arrivent directement de la laiterie, mais maintenant on a le beurre, il est plus cher qu'au supermarché. Nous les boissons les derniers temps qu'on vendait dans nos boulangeries, on les achetait au supermarché parce qu'elles étaient plus chères chez le fournisseur qu'au supermarché. Donc t'avais Sophie avec les caddies entiers remplis de boissons. Donc tu te fournissais en tant que professionnel, mais bien sûr. tu allais dans le supermarché. Parce que chez les fournisseurs de matières premières, le beurre c'était pareil pendant un moment. Le beurre qui est monté, parce que le record je crois que ça a été 12 ou 13 balles
balles le kilo. Donc là, tu peux même plus l'acheter le beurre. Ta mode de beurre de 25 kilos, elle te coûte plus de 300 €, quoi. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'ils te font croire qu'il y a une pénurie. Ce qui justifie l'augmentation du beurre, ils te font croire qu'il y a une pénurie. Ouais, c'est une manipulation de marché en fait. Voilà, c'est ça. Tu crées la demande. Voilà, tu réduis l'offre, comme ça tu augmentes la demande. Et donc, qui c'est qui s'engraisse entre les deux? C'est les intermédiaires. Ouais, donc c'est génial. L'application, en gros, elle sert à la fois à mettre en avant les producteurs et en même temps, le consommateur, il sait où aller choper ses petits produits. C'est-à-dire que là, les intermédiaires, ils peuvent plus se cacher, ils peuvent plus mentir. Si demain, t'as une application où t'as les mecs, ils parlent entre eux. C'est-à-dire que t'as le producteur de lait et le boulanger qui parlent entre eux. Le boulanger qui dit au producteur de lait, attends, tu l'achètes, tu le vends combien ton litre de lait? Parce que moi, mon cube de beurre à 12 balles le kilo, j'ai l'impression que c'est un peu exagéré. Moi, j'ai augmenté peut-être de 5 ou 10 centimes depuis 4 ans ce que je vends en litre de beurre. Donc, tu crées, si tu reconnectes les pros comme ça entre eux, que tu essaies de faire sauter les intermédiaires, mais c'est fini en fait. Si tu mets tous les petits acteurs des métiers de la bouche ensemble, que les gars, ils se disent, bon, maintenant, on va tous avancer dans le même sens. Nous, chacun dans notre coin, même aujourd'hui, tous les jours, c'est des dizaines de commerces, c'est des dizaines d'entreprises qui ferment, des petits qui ferment. Mais ça n'empêche que si demain, tous ces petits-là, ils se regroupent, tous ces commerçants, tout le monde se regroupe, parce que les industriels, à part créer de l'emploi précaire, c'est tout ce qu'ils créent. À part foutre de la saloperie de conservateur et tout ce que tu veux en arôme et en exhausteur de goût, c'est tout ce qu'ils font. Ils créent aucune richesse. Le producteur qui continue tous les matins à aller ramasser ses fruits et légumes, le boulanger qui continue à rouler ses croissants tous les jours, lui, il continue à produire de la richesse, il continue à essayer de valoriser ses salaires et ses savoir-faire. Les industriels, les intermédiaires, ils valorisent rien du tout. Il n'y a plus aucune valeur humaine. L'humain ne représente plus rien dans le... Parce que nous, les trois quarts du temps, il y a plein de trucs qui sont faits au feeling, entre guillemets. Quand c'est des pâtes et des trucs comme ça, le boulanger, quand la pâte elle tourne dans le pétrin, il voit que des fois c'est suivant le temps, suivant la température, l'humidité de l'air, etc. Ça peut changer un petit peu la fabrication du pain en fait. Mais l'industriel, lui, il est tout automatisé, c'est réfrigéré. Mais il fabrique de la merde parce que lui, il va pas acheter les mêmes farines par exemple qu'on achète nous pour débiter. Il s'occupe pas de ce genre. La viennoiserie surgelée. Non mais le poison qu'ils foutent là-dedans, les gens ils s'imaginent même pas. Moi je l'ai fait quand j'ai eu ma première location gérance, ma première affaire, on faisait 200 000 € de chiffre d'affaires à deux avec Sophie. Donc là le pain, la viennoiserie plus la pâtisserie, moi en production c'était pas possible. Donc la viennoiserie j'étais obligé de l'acheter en carton. J'achetais le top du top, la meilleure marque, etc. Je pouvais pas les faire maison. Les croissants, quand j'ai fini, il me restait un sac de croissants dans le congèle. Un an après, le croissant, tu le ressors, tu le mets à pousser, tu le cuis, il ressort nickel. Ton croissant que t'as roulé maison, que tu mets au congèle, parce que la viennoiserie bien souvent tu l'as fait une fois ou deux fois dans la semaine, tu les roules, tu les mets au congèle et puis tu les sors le soir pour les mettre à pousser après pour les cuire le lendemain. Mais ton croissant fait maison, si toi au bout d'une semaine de congélation tu l'as pas cuit, mais ton croissant il est à moitié mort, ta levure elle est morte dedans. Imagine la quantité de saloperies qu'ils mettent pour que ça dure un an, pour que pendant un an ton croissant il ressort, il a quasiment le même goût. Mais les gens ils se rendent pas compte qu'ils se font empoisonner au quotidien, à petite dose au quotidien tout au long de leur vie. Et ils se retrouvent avec des trucs, des voilà, 40-50 piges. Déjà, en tant que gros mangeur normalement constitué, avec une cuisine riche, etc. au quotidien, bon, ça reste de la cuisine saine, mais déjà, tu peux te choper les saloperies. Mais alors, qu'est-ce que tu vas te choper comme saloperie quand tu bouffes que du produit ultra transformé en permanence, les plats de chez Marie Nous, on est bien à la maison, on n'achète pas de sauce béarnaise. C'est vrai que nous, quand on fabrique des sauces, je suis sûr que... Elles tiennent au corps, tu vois. Ça, non, mais c'est pas la même chose, mais on l'a fabriqué nous-mêmes. Pareil, t'as des gens qui disent ouais, non, on n'a plus le temps de faire la cuisine et tout. C'est des conneries de faire la cuisine à main. Nous, on est là aujourd'hui, on est vraiment typiquement consommateur avec ma femme et mes deux enfants. On est arrivé sur Bordeaux, etc. On n'a plus de boulangerie. Parce qu'avant, on était un peu biaisé. Le fait que t'as la boulangerie qui est en dessous, forcément, tu t'as pas la même notion de l'alimentation que quand t'es un consommateur lambda où tu dois vraiment aller chercher ta bouffe au quotidien et faire ta bouffe au quotidien. Faire à manger au quotidien pour 4 personnes, ça prend pas des heures toutes les semaines. Tu vas chercher ton poulet, ton vrai poulet jaune qui fait 2,4 kg au marché, tu le mets dans le four, tu le mets dans le four pendant 3 quarts d'heure, tu le retournes, tu le remets 3 quarts d'heure, tu le sors, t'as ton poulet pendant 2 jours, tu fais 2 ou 3 repas dessus, tu vois. En plus, moi je suis vraiment pas le bon exemple parce que c'est vraiment. C'est des trucs. Je me dis que ça prend. Au final, je finis par prendre le beurre et tu vas. Ah, mais au final, combien ça te coûte aussi? Combien ça te coûte en budget tous les mois? Ça doit être énorme. Les tacos. Sophie, les tacos, je dis vas-y, on va essayer de faire les tacos, tu vois. J'en ai jamais fait les tacos. Ouais. Donc tu fais ton petit quoi gamin. Tu sais, c'est l'activité du samedi soir avec les gamins, tu vois. Où vas-y, t'écrases tes petits avocats, tu fais ta petite sauce fromagère. Putain, à la fin, le kiff que c'est, tu
te goinfres pas d'un tacos énorme où tu sais, t'en peux plus à la fin. Non, tu te fais ton petit tacos, c'est ultra gratifiant de te dire t'as passé la soirée, c'est un moment de plaisir, tu vois. Déjà ça regroupe avec la famille. Au McDo avec ses enfants, c'est poisonné. Bah ouais, tu les tu les empoisonnes, tu les habitues à ce truc-là. Bah dans les Happy Meal, le meilleur dedans, c'est le carton et le jouet. Hein. Parce que moi, le restant, tu le fous à la poubelle. Hein. Il y a que ça à manger. Le jouet est meilleur que le hamburger qui est dedans. Mon dev, il prend souvent l'exemple, enfin notre nouvelle équipe, du coup, parce que du coup, mon ancienne équipe nous a lâché quand j'ai fermé les boulangeries. Okay. Quand en septembre 2024, j'ai pété un câble, c'est-à-dire que ma femme donc l'équipe qui t'a sorti toi MVP, là, en fait, elle est toute neuve. Elle a 6 mois, et ça a été 10 fois plus vite, parce que je suis concentré uniquement sur ce projet-là. Maintenant, j'ai plus que cette mission-là, c'est ce projet. Et en plus, c'est leur... Et là, eux, c'est vraiment leur taf, leur boulot, c'est de développer des applications pour moi. Et lui, direct, quand il a vu l'application, il me dit, c'est vrai que le dimanche, plutôt que d'aller prendre ton poulet au supermarché sous plastique que tu sais même pas d'où il débarque, bah prendre la bagnole le dimanche matin avec tes gosses, et puis d'aller prendre le temps d'aller discuter avec parce que grâce à l'application, bah tu sauras que bah tiens, t'as un petit éleveur qui fait du poulet dans sa cour à 10 minutes ou 15 minutes en bagnole. Tu prends ce temps-là pour aller emmener voir tes gamins qui, ça se trouve, n'ont jamais vu ce que c'est qu'une poule de coureur sur un terrain. Tu prends le temps de renouer le lien avec l'éleveur, parce que nous, notre génération, enfin, on n'est pas loin du même âge, on est dans entre la trentaine, 23 ans. bah, presque les dernières générations où on a tous quelqu'un dans la famille qui est de près ou de loin accroché à ce terroir-là, tu vois, à la bouffe, à l'élevage, aux paysans. Maintenant, la nouvelle génération, les parents, souvent, ils ont fait d'autres métiers ou qui n'ont rien à voir, donc ils ont même plus le contact avec ça, ils ont totalement perdu le lien. Et puis, bah, comme tu dis, après, c'est Uber Eats, c'est... Au supermarché, t'es pas du tout... Moi, je sais pas qui a fait le poulet, tu vois. Ouais. Maintenant, les gens, ils veulent tout savoir tout le temps en permanence. Vous pouvez savoir d'où vient votre poulet. Là, au moins, ça te permet d'avoir le choix. C'est-à-dire que tu peux avoir des périodes où tu dis, j'ai pas le temps de faire à bouffer, je vais au plus simple. Mais au moins, si jamais tu veux avoir le choix, tu l'as. C'est-à-dire que t'as cet outil-là qui est là, où tu peux comparer. Il y a autour de toi, donc on a une map interactive. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer clairement les gens pour qu'ils comprennent un petit peu, même s'ils peuvent aller télécharger l'application sur l'App Store là gratuitement. En tant que consommateur, t'arrives sur l'application, qu'est-ce qui se passe? La première chose, t'arrives sur une map interactive. Okay. Où on a déjà référencé à peu près 25 000 artisans, commerçants, pour susciter quand même l'intérêt. Le temps qu'on ait assez d'adhérents, c'est référencé, on va dire, gratuitement. Ils sont géolocalisés, donc le consommateur, il voit qu'autour de lui, quand même, il y a 2-3 gars qui sont là. Si une fois que tu adhères au réseau des saveurs, en tant que professionnel, bah là, tu peux créer ta fiche artisan, indiquer tes horaires d'ouverture, etc., mettre ton catalogue produit, faire des promotions, c'est-à-dire que tu vas faire une publication qui va s'adresser aux consommateurs, par exemple pour des invendus le soir, en tant que commerçant, où ils reçoivent une notification à 30 km à la ronde. Tu passes à 30 km. Oui, bien sûr, mais donc moi j'habite autour de chez moi, je sais qu'il y a des petits producteurs et tu reçois la petite notif. Le but quand même de ce projet, c'est quand même de recréer du lien entre les pros. Il y a un fil d'actualité où que le professionnel peut publier soit uniquement aux professionnels, soit aux consommateurs. Donc ça fait un espèce de fil d'actualité 2 en 1 un peu. C'est une première version du projet. Et donc le truc simple, c'est déjà de reconnecter les gens. Donc il y a juste un fil d'actualité. Donc le professionnel, bah, il peut poster une annonce s'il cherche, si le boulanger par exemple, il cherche des fraises pour la saison des tartelettes. Ils peuvent communiquer entre producteurs et en même temps communiquer avec leurs consommateurs. Le but, c'est vraiment de faire du lien entre les pros et après publier en direction du consommateur aussi. Okay, qui lui se rendra... On prend souvent l'exemple du boulanger, mais le boulanger qui vient de s'installer ou qui son frigoriste il est en panne, bah, il peut poser une annonce en disant à ses confrères, aux collègues, bon les gars, je cherche un frigoriste en urgence. Le gars, il sait qu'il y a une communauté derrière, il y a des gens autour, il n'est pas tout seul. Et en termes de business model, sur cette application-là, tu fais comment pour te rémunérer? Tu passes par des commissions? Comment tu fais pour le réseau des saveurs gagne de l'argent? Parce que... C'est tout l'inverse de la commission. C'est-à-dire que donc nous... pas comme Uber Eats ou... Non, les Uber Eats, nous on a discuté avec des restaurateurs où les gars, ils en ont marre des plateformes à commission. 20 ou 30% de com, c'est ce qui leur reste à la fin. Discuter avec eux, ils sont pas rentables sur le Uber Eats. Comme ils sont franchisés souvent, ils ont pas le choix parce que la franchise, elle se rémunère sur le chiffre d'affaires. Sauf que ton chiffre d'affaires, 30% du chiffre d'affaires c'est Uber Eats. Et sur ces 30% là, bah toi t'as pas de marge. Mais non, t'as zéro marge. T'as même en dessous. Ouais. Des fois tu perds de l'argent. Ouais, des fois le restaurateur il va être obligé de gonfler un peu plus son tarot parce que cette plateforme là est devenue tellement puissante que les mecs ils peuvent mettre 30% de marge, ils s'en foutent. Ça va fonctionner quand même. Donc nous c'est tout l'inverse, c'est un abonnement mensuel. Pour les consommateurs ou pour le producteur? Pour les professionnels. Voilà, le consommateur pour lui c'est gratuit. Ouais, pour le consommateur c'est 100% gratuit. On est là pour les artisans quoi. On a créé un truc pour essayer de changer la donne. J'ai envie que mes gamins dans 10 ans, 15 ans puissent dire on a encore le choix de manger ce qu'on veut, si on veut manger sainement ou pas. Aujourd'hui il n'y a rien qui est fait pour dire on va assurer la pérennité d'un métier comme le tourrier. Le tourrier il est amené à disparaître là, c'est un des
Ce sera réservé aux boulangeries ultra haut de gamme qui vendra son croissant sans pain au chocolat 3 balles parce que le tourrier, c'est plus rentable. Avec du beurre à 10 balles le kilo, tu peux plus rouler des croissants. Tu peux plus payer un mec à rouler des croissants. C'est soit le patron les fait, soit il achète sa viennoiserie. Ok. Il n'a pas le choix. Donc voilà. Écoutez, monsieur, on arrive à la fin de ce podcast. Je voulais savoir un petit peu où on peut vous retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux. Il y a Instagram, le réseau des saveurs, j'imagine. Ouais, Instagram, le réseau des saveurs, Yes. LinkedIn, et puis dans les stores, le réseau des saveurs. Trop cool.